Bonjour à toutes et tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. C'est bon? Ok, super. Je vous propose de démarrer cette restitution des résultats du quatrième baromètre sur les stéréotypes de genre des étudiantes et des étudiants des grandes écoles. Donc, ça va se passer en quatre temps. Il y a un premier temps où Pascal Borel et moi-même allons vous présenter les résultats de cette enquête. Ensuite, on va discuter avec des personnes qui sont sur le terrain. Donc, on a deux personnes qui ont accepté ce matin et on est très contents. Céline Martin, qui est maître de conférence à l'INP Grenoble, et Colline Briquet, qui est référente à diversité et égalité à l'IESEG School of Management. Donc, ce qui est intéressant parce que Grenoble et IESEG ont été des écoles qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup participé à l'enquête. Donc, on voulait aussi avoir un peu leur feedback, de la façon dont elles appréhendent un peu ces résultats et aussi quelques pistes d'action peut-être pour travailler ces questions d'égalité. Et puis, on aura un troisième temps avec Virginie Miller de Neoma Business School et Marc Rivaux de l'IPA qui viendront présenter un peu les travaux de la CGE sur ces questions-là, les questions d'égalité notamment. Et puis, on vous propose un temps de questions-réponses à la fin. Donc, si vous avez des questions, etc., gardez-les pour ce temps d'échange. Un temps d'échange est prévu à la fin. Je précise également que cette restitution est enregistrée parce qu'on va produire un replay. Il y a des gens qui sont intéressés pour avoir ça. Donc, j'espère que tout le monde est OK pour cet enregistrement. Donc, je vous propose de démarrer tout de suite ces résultats. Je vous présente l'équipe de recherche. Donc, moi, je suis Tanguy Bizien, je suis responsable des études à l'AFMD, l'Association française des managers de la diversité. On a mené ces travaux avec Pascal Borel, qui se présentera, qui est enseignante-chercheuse à Clermont School of Business, et Marie Loprin, qui est chargée d'études CIFRE à l'AFMD. Donc, je propose de te passer la parole tout de suite, Pascal, pour présenter la méthodologie de cette enquête. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais d'abord vous présenter la méthodologie. Donc, ce baromètre qui est donc la quatrième édition. Donc, comme tout baromètre, on a maintenu la méthodologie et le plan de sondage qui est identique aux éditions précédentes. Donc, la population visée est celle des étudiantes et des étudiants des grandes écoles que nous contactons par l'intermédiaire des établissements d'enseignement supérieur adhérents à l'AFMD et à la CGE. Pour cette édition, nous avons reçu 3114 réponses et donc après analyse de la base de données, nous avons retenu 2680 questionnaires pour établir les statistiques et nous avons pu exploiter 7735 questionnaires pour l'analyse de la question ouverte que nous vous présenterons tout à l'heure. Alors, pour présenter déjà la structure de notre échantillon en termes de sexe, donc nous présentons donc cette répartition en la comparant aux statistiques établies par le baromètre égalité hommes-femmes de la CGE, donc qui nous donne une base de référence. Donc, ce tableau nous montre que notre échantillon présente une surreprésentation des femmes, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles de management, hein, où on a une part de femmes qui est bien plus élevée qu'on a dans la réalité. Donc, c'est le même résultat que dans les éditions précédentes et nous faisons l'hypothèse que cette surreprésentation des femmes est liée à un intérêt plus marqué des étudiantes pour les thèmes développés dans notre enquête. Alors, toujours sur l'échantillon, comme dans les éditions précédentes, hein, les caractéristiques sociodémographiques de notre échantillon sont également similaires. Et correspondent finalement, sont en cohérence avec les spécificités de la population des étudiantes et des étudiants des grandes écoles qui, malgré les dispositifs d'ouverture, demeurent difficiles d'accès aux étudiants et aux étudiants issus de milieux sociaux défavorisés. Merci Pascal. Donc, l'une des choses que l'on perçoit dans cette enquête, enfin, il y a deux choses. La première chose, c'est que les étudiantes et les étudiants se déclarent plutôt égalitaires. Donc, quand on leur pose la question, à votre avis, est-ce que les femmes et les hommes ont les mêmes compétences et qualités professionnelles, ils répondent toujours oui, aux alentours de 80%. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une forme d'érosion de cette velléité égalitaire. Ils étaient 82,4 à répondre oui massivement en 2021. Aujourd'hui, on est à 79,2%. Donc, ça fait quand même 3 points de moins en 4 ans. Et ça nous semble un peu un signal faible de quelque chose qui est en cours. On ne sait pas enfin, comment nommer forcément ce qui est en cours, mais ça rejoint d'autres enquêtes
qui voit la résurgence des stéréotypes de genre. Et ça rejoint aussi un contexte social, politique, etc., où on a des formes de polarisation sur les questions de genre, avec des résistances beaucoup plus marquées du côté de toute une sphère masculiniste notamment. Et donc là, il y a un point d'attention quand même à apporter pour les grandes écoles. Alors, si on va plus loin sur la question des stéréotypes, on présente aux étudiants 23 qualités et compétences professionnelles, alors qui sont déjà utilisées dans d'autres enquêtes auprès de salariés et de managers. Et on demande aux étudiants et aux étudiantes et aux étudiants si chacune de ces qualités et compétences peuvent être attribuées spécifiquement aux femmes ou spécifiquement aux hommes ou autant aux femmes qu'aux hommes. Et alors, on fait le constat que les stéréotypes principalement cités par les étudiants, alors sont non seulement les mêmes que dans les éditions précédentes, hein, qui montrent le poids des stéréotypes que l'on constate d'année en année et de baromètre en baromètre, et aussi que finalement ces stéréotypes sont les mêmes que ceux que l'on attribue traditionnellement dans d'autres enquêtes, dans la société et dans la sphère professionnelle plus particulièrement. Alors les femmes, quels sont ces stéréotypes, hein? L'empathie, l'écoute, la sensibilité et la communication. Et on attribue aux hommes la confiance en soi, la gestion du stress, l'autorité et le leadership. Alors, le schéma de droite montre d'ailleurs que ces stéréotypes sont presque parfaitement en miroir, hein, si on prend la confiance en soi, qui est la qualité compétence professionnelle attribuée le plus souvent aux hommes, elle est très marginalement présentée et attribuée aux femmes. Et on retrouve cet effet miroir sur les principaux stéréotypes. Et autre résultat intéressant, c'est que nous constatons également que le nombre de qualités et compétences professionnelles attribuées aux femmes, par au moins un tiers des étudiants, ce nombre est plus élevé que celui attribué aux hommes. Donc on attribuerait moins de stéréotypes aux hommes. On reviendra tout à l'heure sur ce résultat. Tout à fait, Pascal, merci. On s'est intéressé aussi à l'origine des stéréotypes dans ce baromètre. Donc, on voit bien qu'il y a l'origine pour les étudiantes et les étudiants, c'est la société en général, les réseaux sociaux et les médias, qui sont les trois grandes catégories qui ressortent. Donc, ce que ça dit, c'est que les étudiantes et les étudiants ont conscience d'évoluer dans des environnements stéréotypés. Donc ça, c'est un premier résultat qui est intéressant. On voit bien aussi que les réseaux sociaux sont un endroit de production de stéréotypes. Et donc là, on a un point d'attention aussi pour les écoles, c'est de s'intéresser à ces questions-là parce qu'il y a de nouveaux stéréotypes qui sont en train de circuler, ou d'anciens stéréotypes sous de nouvelles formes aussi, puisque les réseaux sociaux produisent en fait de nouvelles formes de masculinité, de nouvelles formes de féminité. Et quand je dis nouveau, ce n'est pas forcément un mieux, hein. Donc, il faut être attentif à ça parce qu'il y a des Mhm. spécificités aussi par rapport aux réseaux sociaux. L'autre résultat intéressant ici, c'est que en fait, les étudiantes et les étudiants perçoivent les écoles, les établissements d'enseignement supérieur comme un lieu neutre, je mets des guillemets, mais comme un lieu où en fait il n'y aurait pas de stéréotypes, ni en termes de communication, ni point de vue des enseignants-chercheurs, etc. Donc on peut estimer que le travail qui est fait par les grandes écoles fonctionne et que les étudiants perçoivent en fait ce qui est produit à l'intérieur des grandes écoles. Et donc ça, pour nous, c'est un intérêt fort pour ces établissements d'enseignement supérieur. Ça veut dire que c'est l'occasion d'appuyer vraiment sur les questions d'égalité et de produire en fait des formes de citoyenneté, des formes de professionnels aussi qui, au sortir de l'école, sont à même d'identifier des stéréotypes et sont à même de les déconstruire. Et donc, de la première à la cinquième année, c'est vraiment l'occasion aussi de former ces gens pour qu'ils aient un esprit critique suffisant. En tout cas, ça, c'est un résultat important à saisir hein, pour les grandes écoles. Et l'autre élément qui nous semblait intéressant ici, c'est que tout ce qui a trait au social ou à l'écologie est en fait assez mineur. Pour eux, non, ça je me suis planté, c'est pas ça, c'est l'autre que je vais dire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est simplement que les établissements d'enseignement supérieur sont perçus comme un lieu à peu près neutre et que donc pour nous, il y a un travail à faire sur les médias, les réseaux sociaux qui produisent de nouvelles formes en fait de stéréotypes.
Alors, si on revient sur la question du nombre de stéréotypes, donc le schéma à gauche de l'écran montre le nombre moyen de qualités et compétences que l'on attribue, que les étudiantes et les étudiants attribuent spécifiquement à l'un et à l'autre des groupes. Alors, selon les femmes, comment le lire, hein, selon les femmes, donc les étudiantes s'attribuent en moyenne 4,4 stéréotypes et attribuent aux hommes 1,8 stéréotypes. Et les étudiants que nous avons interrogés attribuent aux femmes 3,7 stéréotypes en moyenne et aux hommes 2,1 stéréotypes. Alors, ce schéma, il est là pour montrer finalement la force aussi de ce qu'on appelle les auto-stéréotypes. Donc, les auto-stéréotypes sont ceux que l'on s'applique à soi-même et les hétéros à ceux de l'autre groupe. Donc, selon les femmes, s'attribuent plus de stéréotypes, 4,4 en moyenne, que les hommes, 2,1 en moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pourquoi faire cette distinction? C'est qu'on sait que les autostéréotypes sont à l'origine des comportements d'autocensure. Donc, on sait bien sûr qu'on parle beaucoup de l'impact des stéréotypes sur les discriminations, hein, les inégalités professionnelles, mais on sait aussi que spécifiquement, les autostéréotypes sont à l'origine des comportements d'autocensure. Donc, qu'est-ce que ces schémas et ces résultats montrent? Ben déjà qu'il y a une plus forte exigence des femmes envers elles-mêmes, déjà, et des hommes envers les femmes. Donc, les stéréotypes pèsent davantage sur les femmes que sur les hommes. Et entre autres, à l'origine, ben, ce sont les femmes elles-mêmes, mais aussi les hommes. Donc, le poids des stéréotypes est plus important pour les femmes que pour les hommes. Et puis, ces résultats, bah, finalement, confirment aussi et nous incitent à faire une autre hypothèse, c'est que ces femmes, en fait, elles sont, elles sont victimes de plus de clichés, voire même de caricatures, une caricature plus marquée à l'égard des femmes que l'on peut le faire à l'égard des hommes en attribuant plus de stéréotypes aux femmes qu'aux hommes. Et ce résultat montre aussi et doit appuyer en fait cette recommandation que l'on fait depuis les éditions précédentes de dire que toutes les sensibilisations aux stéréotypes doivent être faites de manière obligatoire pour inclure finalement les personnes qui sont plus porteuses de stéréotypes, en particulier les hommes. Voilà, et je me permets d'ajouter aussi, Pascal, que ces sensibilisations aussi doivent s'inscrire un peu sur des réflexions de production des inégalités ou de production de Mm. l'égalité, que les stéréotypes, eux seuls, ne peuvent pas servir à comprendre un peu ces structures d'inégalité. Et l'autre chose, c'est effectivement que ces stéréotypes, en réalité, sont des modes de socialisation. Donc, il Mm. faut qu'il y ait une sorte de continuum entre l'école primaire, le lycée, etc., pour arriver jusqu'aux grandes écoles, pour pouvoir déconstruire ces stéréotypes et permettre à des femmes en fait de choisir et de ne pas être victimes d'autocensure, puisque c'est ça quand même l'un des résultats majeurs que l'on voit ici. Ensuite, avec Pascal, on s'est intéressé au choix des formations, donc un tout petit peu aux différences entre les écoles d'ingénieurs et les écoles de management. Donc là, ce qui apparaît, c'est tous les étudiants confondus. Donc, l'un des résultats importants, c'est que les étudiants et les étudiants sont plutôt satisfaits de leurs études. Et donc, ce qui les satisfait, c'est les disciplines qui sont enseignées. Et c'est aussi les débouchés professionnels auxquels ils peuvent accéder. Et donc, ça, c'est l'ensemble des étudiants. Mais il y a autre chose, quand on regarde un peu dans le détail, école de management, école d'ingénieur, c'est pour ça qu'on a posé cette question, savoir si les élèves ingénieurs étaient plus satisfaits. On voit que les étudiants ingénieurs sont plus satisfaits en termes de disciplines enseignées. Donc, ils ont plus d'appétence pour les disciplines enseignées, alors que les étudiants managers sont plus orientés quand ils s'inscrivent aux écoles de management du côté du diplôme ou du réseau qui est proposé. Donc, en fait, ce n'est pas les mêmes leviers de choix exactement. Après, c'est un peu normal côté ingénieur, puisqu'il y a des disciplines en fait, qui sont extrêmement différentes, qui sont extrêmement lisibles dans les différents cursus, alors que dans les écoles de management, bon, c'est plutôt les troncs communs qui sont là. Mais ça, c'est aussi un résultat intéressant quand même. L'autre résultat qui est intéressant, c'est que l'engagement écologique et l'engagement social des établissements, en fait, sont des critères, des choix extrêmement marginaux. Donc, moi, je pensais que ce serait un peu plus fort, parce qu'il y a des engagements qui sont extrêmement forts et que ces engagements produisent aussi peut-être parfois de nouveaux cours, etc., sur l'engagement social, l'écologie, etc. Donc, ce n'est pas le cas. Mais voilà, on voit bien qu'il y a quand même des différences entre école d'ingénieur et école de manager. Et là, ce sera intéressant de discuter avec vous, Céline et Colline, de ces résultats tout à l'heure. Et ensuite, on s'est intéressé aux aspirations professionnelles. Donc, c'est des aspirations professionnelles très classiques qui rejoignent des autres enquêtes. Donc, la première des aspirations pour l'ensemble des étudiants, c'est avoir une rémunération satisfaisante, hein.
Et donc, le deuxième critère qui arrive ensuite, c'est avoir un équilibre des temps de vie. Et sur ce deuxième critère, ça me semble intéressant pour les employeurs et les entreprises, c'est de faire attention à cet élément d'équilibre des temps de vie qui est un souci important pour les gens qui sortent d'études. Et je te Alors passe la cette parole. année, sur cette édition, nous avons souhaité à nouveau creuser la question de l'ambition en allant un peu plus loin cette année. Alors, bien sûr, on démarre par la question, on demande aux étudiants si ils se déclarent être ambitieuses ou ambitieux. Donc, cette proportion est encore plus forte que dans l'édition précédente. 78,6% des étudiantes et des étudiants se déclarent ambitieuses et ambitieux. Euh, résultat intéressant, c'est que nous ne montrons pas de différence significative entre les femmes et les hommes sur cet aspect-là. Les femmes se déclarent tout autant ambitieuses que les hommes. Alors, ces proportions sont quand même plus marquées sur les écoles de management que sur les écoles d'ingénieurs, mais la distinction et la différence entre les hommes et les femmes n'est pas significative dans ces établissements. Et puis, alors, ces résultats nous ont quand même montré d'autres aspects, puisque on a cette année voulu aussi mieux comprendre en fait ces aspirations et demander aux étudiants en fait s'ils souhaitent devenir manager ou s'ils souhaitent occuper des fonctions de direction. Alors, sans surprise, on a effectivement un lien significatif entre le fait d'être ambitieux et de vouloir occuper des fonctions de manager ou être ambitieux et occuper des fonctions de direction. Mais à noter quand même que dans notre échantillon, les résultats montrent que près de 30% des étudiants et des étudiantes qu'on a qualifiés d'ambitieuses et d'ambitieux ne souhaitent pas être managers et que près de 30% des étudiants, des ambitieuses et des ambitieux ne souhaitent pas occuper de fonctions de direction. Et un autre résultat un peu surprenant également, 12,6% des étudiantes et des étudiants qui ambitionnent d'occuper des fonctions de direction ne souhaitent pas être managers, ce qui finalement vient en contradiction avec les modèles traditionnels de l'ambition que l'on peut avoir en définissant l'ambition peut-être maladroitement et encore plus aujourd'hui avec des aspirations à devenir manager, à occuper des fonctions de direction traditionnellement. Là, on voit que finalement, l'ambition est en train de changer, le rapport à l'ambition est probablement en train de changer et que les marqueurs de l'ambition seraient en cours de transformation. Alors, on a quand même voulu aussi aller plus loin pour se dire comment finalement on peut faire le lien entre l'ambition et les stéréotypes. Est-ce qu'il y a des changements aussi à ce niveau-là? Alors là, on se rend compte quand même que les étudiants qui se déclarent ambitieuses ou ambitieux ont finalement plus de stéréotypes que les étudiants qui, au contraire, se déclarent comme peu ambitieux ou pas du tout, et que, comme on a pu le voir avant, ces personnes-là ne dérogent pas au fait qu'ils attribuent un nombre moyen de stéréotypes aux femmes plus élevé que ceux qui attribuaient aux hommes. Donc finalement, du point de vue des stéréotypes, on retrouverait en fait les mêmes schémas que l'on a pu constater tout à l'heure sur cette catégorie spéciale des étudiants et des étudiantes ambitieux et ambitieuses. Et Merci Pascal. Ah, pardon, je t'en non, prie. non, ça y est, non, non. Ok. Je te donnais la parole, Tanguy. Ah, je vous remercie, cher Pascal. Du coup, on a ajouté aussi une question sur l'ambition pour capter un peu les aspirations des étudiantes et des étudiants. Et donc, on leur a demandé dans cette enquête quel personnage célèbre incarne le mieux votre conception de l'ambition. Et donc, on voit qu'il y a, enfin, le résultat majeur pour nous, c'est qu'il y a un tiers des étudiantes et des étudiants qui se déclarent sans modèle. Donc, en fait, ils ne répondent rien. Et ils rejettent vraiment ce modèle d'ambition. Donc ça va un peu dans ce que disait Pascal avant. On sent qu'il y a quelque chose qui bouge du côté de l'ambition, que les aspirations classiques, de la réussite classique, en fait, sont complètement remises en question. Ensuite, quand on s'interroge aux figures et qu'on a essayé de capter un tout petit peu, on tombe dans des résultats qui sont très bas. Donc ça veut dire que là, c'est 3,7% des personnes déclarent que Musk est pour eux la figure de l'ambition. Mais il faut bien comprendre quelque chose, et ça, les verbatims des étudiantes et des étudiants nous ont beaucoup aidés. Donc, on est parti des verbatims des étudiantes et des étudiants pour construire cette question de l'ambition et non pas l'inverse. Et donc, il y en a plein qui vont déclarer Elon Musk, enfin plein, 3,7%, donc ce n'est pas représentatif. Mais quand ils déclarent Elon Musk, ils se mettent aussi à distance en disant je peux dire Napoléon ou Musk sans être d'accord avec ce qu'ils produisent. Mais disons que c'est pour eux une sorte de cliché de l'ambition, une figure
de l'ambition qui serait classique. Voilà. Donc, ce qui est intéressant quand on regarde un tout petit peu l'aspect genré des réponses, c'est qu'on voit que les hommes vont plutôt répondre Napoléon et que les femmes vont plutôt répondre Simone Veil ou Marie Curie. Et donc, on voit bien aussi qu'il y a quand même une perception genrée de l'ambition ou des modèles d'ambition qui sont genrés à disposition. Et donc, ces modèles, côté masculin, c'est plutôt en fait des modèles de pouvoir individuel avec pouvoir politique, financier ou tech. Et du côté des femmes, on voit que cette question de pouvoir n'est pas exactement celle-là, c'est plutôt une ambition collective qui est beaucoup plus forte, avec des femmes qui ont apporté des choses en termes de science, en termes de droit, etc. Donc ça, c'est aussi important, et on voit que les modèles disponibles pour les femmes sont plutôt des modèles patrimoniaux. Donc ça aussi, c'est un résultat intéressant. Et donc, ça pose un peu la question des rôles modèles à disposition. Donc, il y a des rôles modèles culturels, politiques, mais du côté de l'industrie, il n'y en a pas. Donc, en fait, des femmes qui incarnent des femmes de pouvoir, en fait, ne sont pas disponibles. On voit aussi que ce sont des femmes qui sont patrimoniales au sens historique, alors que les étudiantes et les étudiants vont citer Trump, Obama, etc. Enfin, des grands dirigeants qui sont toujours à l'œuvre et qui sont toujours vivants. En tout cas, ça, c'est pour les hommes. Mais ces résultats sont extrêmement bas. Donc, effectivement, le résultat principal, c'est que les étudiants et les étudiantes rejettent en fait à 30% cette question de l'ambition et ils ne veulent pas qu'on les mette dans des cases. Donc ça, pareil, sur des verbatims qu'on a, ils rejettent totalement cette question-là et donc ont une manière sans doute peut-être de construire une ambition qui est plus personnelle. Voilà pour l'enquête. Tu veux rajouter quelque chose, Pascal? Non, tout. Je suis d'accord, je partage ton point de vue. Merci beaucoup. Donc, vous allez retrouver le PDF de la publication sur les différents sites de la FND, de la CGE et de Clermont School of Business. Et je vous propose de passer à ce temps d'échange maintenant avec regard croisé des grandes écoles, avec Colline Briquet, qui est responsable diversité, égalité et inclusion à l'IESEG School of Management, et Céline Martin, qui est maîtresse de conférence à l'INP Grenoble. Et donc, on a contacté Céline et Colline parce que les étudiantes et les étudiants de leurs établissements ont beaucoup répondu. Et donc, ça nous intéressait d'avoir leur point de vue professionnel. Et je sais que Colline mène des travaux de thèse également sur ces questions-là, enfin, on peut croiser, donc on aura l'occasion d'en parler. Mais la première question que je voulais vous poser, Céline et Colline, c'était un peu avoir vos réactions par rapport à ces résultats. S'il y avait un résultat ou deux résultats à saisir, lequel vous paraîtrait intéressant à mettre en avant. Donc peut-être, Colline, je te vois. Je pense que Céline est quand même en ligne. Bonjour. Oui, si Colline. Céline est d'accord, je peux effectivement commencer. Très bien, très bien. Alors déjà, merci beaucoup pour cette étude. C'est vrai qu'il y a de nombreux éléments sur lesquels on voudrait réagir. Il y en a peut-être deux en particulier qui m'ont particulièrement marqué. Le tout premier, et vous le dites au début, c'est que c'est à nouveau, comme chaque année, un échantillon plutôt féminin, avec un intérêt plus marqué des jeunes femmes. Et c'est vrai que ça fait vraiment écho aussi à ma recherche. Donc, tu l'as dit, Tanguy, donc je fais une thèse doctorale sur l'intégration de l'égalité femmes-hommes dans les formations des écoles de commerce. Et on constate que là aussi, les cours spécialisés sur le genre, sur l'égalité femmes-hommes, attirent très majoritairement les femmes. Les cours qui vont traiter plus généralement de la diversité, l'égalité, l'inclusion peuvent inclure davantage d'hommes, mais une bonne partie d'entre eux vont à ce moment-là s'identifier comme appartenant à un groupe minorisé, soit de par leur orientation sexuelle, leur origine sociale, origine ethno-raciale, handicap, etc. Mais donc l'égalité femmes-hommes est encore perçue aujourd'hui comme un problème des femmes par les femmes. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait se dire d'un côté que finalement, on dit souvent cette nouvelle génération de jeunes est plus engagée sur des causes sociétales, etc. Et pourtant, on constate encore, notamment chez les étudiants hommes, un fort désintérêt et désengagement de ces sujets. Et pour moi, ce qui ressort de ma recherche, c'est qu'il y a finalement différentes formes de réaction par rapport à ça. Soit un aveuglement, c'est-à-dire de se dire que les inégalités appartiennent au passé, et ce qui reste, les différences qui restent se relèveraient de la nature. Ce sont des différences biologiques et on ne peut rien y faire. Donc soit un aveuglement, soit une fuite face aux responsabilités, de se dire ce n'est pas nous, c'est les autres qui posent problème. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle la gender fatigue, d'essayer de se dire
on ne peut plus rien y faire, on est impuissant. Ça peut être justement une excuse d'utiliser ces stéréotypes pour dire, bah, vous voyez, on ne peut rien y faire. Tous les ans, c'est la même chose, ça existe. À nouveau, il y a cette impuissance. Les stéréotypes sont plus forts que tout. Et enfin, et ça, Tanguy, tu l'as mentionné au début, on assiste à une levée aussi de rejet, de négation par rapport à ces inégalités, par rapport aux questions de féminisme. Et ça me fait penser que je me souviens que la première année qu'on avait envoyé l'enquête aux étudiants de l'IESEG, un étudiant m'avait répondu très virulent en nous disant mais retirez-moi de la liste de diffusion, je ne veux plus recevoir cette enquête, alors qu'elle évoquait voilà, les stéréotypes de genre qui ont été traités par la recherche depuis voilà, 20 ou 30 ans. Donc ça, c'est le premier élément qui me marque. Et le deuxième élément qui me marque aussi, c'est ce qui concerne les principaux vecteurs de stéréotypes dans l'entourage. Et donc c'est vrai que le graphique est très clair et c'est intéressant d'avoir pu les interroger sur tous ces éléments-là. Et donc là, le graphique montre que les étudiants considèrent finalement les établissements et les enseignants comme s'ils étaient moins vecteurs de ces stéréotypes. Je pense dans certains cas, ça peut être le cas. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, j'aurais une vision un peu plus pessimiste dans l'analyse de ces résultats. C'est-à-dire que si on voit peu de stéréotypes sur ces périmètres-là, soit c'est effectivement première hypothèse parce qu'il y a moins de stéréotypes, soit parce que les étudiants, en fait, ne sont pas en capacité de les voir. Et c'est pour ça que pour moi, il y a encore cette idée un peu d'aveuglement. Et le graphique reste très intéressant à ce niveau, parce que selon moi, il montre là où on a développé cette conscience des stéréotypes et là où on l'a moins fait. C'est-à-dire que les étudiants voient les stéréotypes sur les sujets sur lesquels ils ont été formés. Donc, par exemple, la société. On voit que les médias et les réseaux sociaux sont aussi de plus en plus abordés de par leurs biais ou les dangers. Un peu la famille pour ceux qui ont fait la sociologie du genre, le monde de l'entreprise pour ceux qui ont fait l'égalité professionnelle. En revanche, on ne les pousse pas du tout à avoir un esprit critique du point de vue du genre sur leur association, leurs pratiques dans la vie associative, ni sur leur établissement et la formation qu'ils reçoivent. Et c'est vrai que moi, je le vois un peu dans ma recherche. Finalement, je ne connais aucune école qui demande à ses étudiants à la fin du cours est-ce que la gestion de la classe était inclusive par l'enseignant ou l'enseignante? Est-ce que les exercices et les études de cas avaient des représentations non stéréotypées et paritaires? Ou encore d'interroger les étudiants sur peut-être le manque de parité du comité de direction ou du comité d'administration, etc. Voire d'interroger les étudiants eux-mêmes sur la façon dont eux-mêmes envisagent cette égalité en classe. Par exemple, leur demander d'évaluer la performance de leur groupe d'équipe du point de vue du genre, sur le rôle, la participation de chacun. Et donc pour moi, c'est voilà, ces vecteurs de stéréotypes, il y a encore un grand travail à faire auprès de nos étudiants pour qu'eux-mêmes questionnent leurs propres établissements, leur vie associative, leur façon d'envisager leur travail dans la classe de manière générale. Mais ça passe aussi par une formation des enseignants, c'est-à-dire que vu qu'on n'apprend pas forcément aux enseignants à être autocritiques du point de vue du genre, sur leurs pratiques, sur leurs méthodes, sur la gestion de la classe, bah finalement, attendre des étudiants qu'ils aient ce recul, c'est un peu difficile. Donc voilà, pour moi, je trouve que le graphique est très intéressant de ce point de vue-là. Merci beaucoup. C'est effectivement une manière de lire qu'on n'avait pas forcément, mais qui est excellente. C'est vraiment intéressant, ce point de vue de l'aveuglement ou de l'illusion. Et donc, l'autre chose qui est intéressante, c'est effectivement, en fait, d'avoir des possibilités dans les cours, de rendre vraiment les cours inclusifs par des petits questionnaires, enfin, se poser ces petites questions. Et l'autre, là où je vous rejoins aussi, c'est qu'effectivement, les enseignants-chercheurs sont parfois des publics assez difficiles à convaincre sur ces questions-là. Et donc, ça, c'est un vrai enjeu qu'on pointe aussi un tout petit peu à la fin du livre. Peut-être que tu veux réagir, Pascal, mais j'aimerais laisser la parole à Céline et on réagit ensuite. Céline, Tout à fait. pour vous, quelques résultats intéressants à mettre en avant? Et Céline n'est pas là. Céline, je crois qu'elle avait des gros problèmes de Oui, Teams. elle nous a C'est ça indiqué qu'elle tout nous a à dit Elle est tout à là, l'heure. Tanguy, mais on n'entend pas son micro. D'accord. Depuis tout à l'heure, elle a des problèmes de micro. Ça bouge, mais... Vous êtes là. OK, Céline. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Vous m'entendez? Oui, oui. oui. Ok. Donc oui, j'ai rejoint après les quelques premières slides, j'ai réussi à avoir le son enfin. Donc oui, moi j'avais peut-être un autre point de vue puisque je suis en école d'ingénieur du coup en sciences. Donc je suis à Grenoble INP Pagora et c'est l'école qui est plutôt orientée papier, matériaux, communication imprimée. Donc du coup de ce fait, nous d'entrée de jeu on a vraiment une égalité homme-femme dans nos effectifs.
puisque même cette année, sur la promo entrante, on a 51% de filles qui sont rentrées en première année contre 49% d'hommes. Donc, du coup, je dirais qu'on voit dans mon école, l'inclusion, elle est de fait par cette égalité qu'on a dans nos effectifs. Et certains chiffres que vous présentez sont peut-être un petit peu moins marqués, on va dire, chez nous. Donc, par contre, ce qu'on voit effectivement, c'est que les filles sont peut-être un petit peu plus en retrait, ont peut-être un peu moins de confiance en elles. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on voit apparaître par rapport aux garçons. Par contre, elles vont complètement sur les aspects techniques, euh, sans trop de différenciation. Et puis, au fait, dans nos enseignements, on les emmène aussi sur ces mêmes compétences et d'essayer d'avoir le plus d'égalité possible. Ok, très bien. Et peut-être réagir peut-être sur la notion d'ambition. Commencer par vous, Céline, et je vous donne la parole après, Colline. Mais est-ce qu'il y a des éléments liés à l'ambition ou à la déclaration de l'ambition qui font écho Mais un tout petit peu à ce que vous ouais, voyez, vous, dans l'école? moi j'ai plutôt questionné là, les troisième années actuellement par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est des notions sur lesquelles euh, on les emmène plus en troisième année de se projeter sur des rôles de manager, etc. Et chez les filles, c'est un peu tabou de discuter de ce genre de thématiques, alors que les garçons, ils arrivent plus à se positionner et, en termes de leader. Voilà. Donc actuellement, ils travaillent beaucoup en projet. Et pour essayer justement de ne pas biaiser le système et que ce soit toujours les mêmes qui prennent le leadership et montrent du coup du fait plus d'ambition, on crée nous les groupes. Donc, surtout sur nos troisième année, donc cinquième année d'école d'ingénieur, on les force à travailler justement de mettre quelqu'un qui aurait plus le leadership dans une position plus en retrait pour mixer vraiment comme ça bah, les, les différences de comportement des uns et des autres. Ok, mais quand vous dites tabou chez les filles, ça se concrétise comment, tabou? Mais elles osent pas en parler, elles osent pas se positionner. Alors qu'après, on voit dans leur vie active, et puis aussi notre particularité, c'est qu'on a 50% d'alternants. On forme en alternance et les filles sont aussi bien dans des postes à responsabilité que les garçons, donc surtout dans ces métiers où on a beaucoup de procédés. Par contre, elles n'osent pas en parler. Euh, Quand D'accord. on les questionne sur ce sujet-là, elles n'osent pas se positionner, alors qu'après, quand elles sont en alternance, elles sont sur des postes à même responsabilité. Et puis après, surtout quand elles trouvent de l'emploi, elles sont très vite aussi directrices d'usines, etc. En D'accord, ok. papeterie, c'est des métiers où les carrières évoluent très vite. Et au bout d'une petite dizaine d'années, en fait, les femmes arrivent au même niveau, euh, on va dire, managérial que les garçons. Ok, très bien. Merci beaucoup. Céline, vous, cette question de l'ambition, vous l'abordez comment de votre côté? C'est vrai que moi, ce qui me marque effectivement dans l'étude, c'est notamment ce qui a été vu sur la figure d'ambition. Ça, c'est vraiment intéressant et ça fait complètement écho à ce que je vois sur le terrain. Et ça me fait penser notamment sur les oraux du concours, donc c'est-à-dire dès l'entrée à l'école, on pose assez facilement la question, voilà, citez-nous une personnalité qui vous inspire, un modèle de réussite ou d'ambition pour vous. Et ce qu'on constate, c'est que quand ce sont des femmes qui sont citées, alors systématiquement, ce sont par des candidates femmes, et comme ça a été dit là dans votre étude, hein, c'est des figures qui sont peu nombreuses, généralement elles sont décédées, elles ne sont pas dans le secteur d'activité ou dans les centres d'intérêt personnel de l'étudiant liés au projet professionnel, et c'est vraiment mais complètement écho à ce qui ressort de l'étude, c'est-à-dire qu'en gros c'est Simone Veil et Marie Curie. Mais on n'a personne qui va citer, par exemple, Christine Lagarde. Alors, c'est vrai que dans une école de commerce, on pourrait imaginer que c'est une figure un peu plus présente. Bon, elle n'est jamais citée. Mais même, je pense à des artistes qui sont de vrais businesswomen et qui, par rapport à la jeune génération, pourraient être cités, comme Beyoncé ou Taylor Swift. Jamais on a des figures comme ça. C'est pas associé comme ça à de l'ambition. Et quand ce sont des hommes qui sont cités,
on va avoir, ça a été dit, Elon Musk, Bernard Arnault, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. On va avoir aussi plein de joueurs de football. Enfin, généralement, les candidats ont même du mal à choisir tellement ils ont de possibilités. Ce sont des personnes actuelles, vous l'avez dit, c'est des personnes qui sont vivantes et qui les concernent directement par rapport à leurs projets professionnels, les secteurs qui les intéressent au niveau de ce qu'ils veulent faire plus tard. Et ça a été dit indirectement, et je vais le redire, pour moi, c'est vraiment le reflet de la couverture médiatique. Et je sais que notamment l'Observatoire sur la présence des femmes dans les médias ressort cette analyse. Si on prend le classement des 1000 personnalités les plus médiatisées, tout domaine confondu, on n'a que 22% de femmes. Et si on prend les 1000 personnalités les plus médiatisées dans la sphère économique et business, on n'a aucune femme. Sur 1000 personnalités, on n'a aucune femme. Donc, ces modèles ne sortent pas de nulle part. Et tant qu'on a ce souci de représentation médiatique, eh bien, les étudiants, mais nous-mêmes aussi, je pense que sans pointer du doigt les étudiants, nous-mêmes, on peut être en difficulté de citer autant d'hommes que de femmes sur ces personnalités-là. Je pense qu'on sera en difficulté. Donc, il y a vraiment un travail à faire à ce niveau. Oui, oui, tout à fait. C'est ce qu'on dit un tout petit peu dans l'enquête, c'est qu'en fait, il y a peu d'imaginaires disponibles, peu de figures en fait disponibles pour créer des processus d'identification. Et l'autre chose que je voulais ajouter peut-être, c'est si on prend école de management là, enfin vous avez des filles, des garçons qui déclarent leur ambition, ou en fait c'est un peu tabou, un peu comme chez Céline, cette question d'ambition pour les femmes notamment? Alors, justement, je fais le lien avec ce qui ressort de l'étude. Moi, je trouve ça très positif de voir que finalement, il y a peu de différence entre les filles et les garçons quand on leur demande s'ils ont de l'ambition. Et c'est vrai qu'au-delà des figures d'ambition, dès la première année, les filles comme les garçons indiquent avoir de l'ambition, avoir des projets professionnels alors qu'ils sont très ségrégés. Très vite, les garçons se tournent plutôt vers la finance, les filles vont se tourner plus vers la marketing et le RH, mais globalement, je trouve ça très positif qu'ils et elles se perçoivent comme ambitieux, et je le retrouve aussi en interne, même s'il n'y a pas ces figures d'ambition similaires. Ok, donc effectivement, toute la question pour les écoles, c'est d'accompagner en fait cette ambition déclarée pour pouvoir permettre en fait des chemins professionnels qui soient ouverts, quoi. Tout à fait, et de les faire réfléchir sur pour quelles raisons ils ne les identifient pas et comment les Ouais. identifier. Je pense notamment, à nouveau dans ma recherche, donc j'interroge différents enseignants dans différents domaines des sciences de gestion, et je vois des exemples d'enseignants, par exemple, qui interviennent sur des spécialisations sur l'entrepreneuriat et qui vont faire réfléchir les étudiants sur quelles sont les figures de l'entrepreneur, pourquoi il y a cette figure très masculine, quelles sont des figures de femmes aussi de réussite dans l'entrepreneuriat, pour pousser les étudiants à s'en inspirer et à comprendre aussi finalement ce que signifie cette réussite et les stéréotypes qu'on peut associer à l'entrepreneur au masculin. Ok, je voudrais continuer un peu avec vous, Colline, sur cette question d'un peu la différence entre les écoles de management et les écoles d'ingénieurs. Donc, on pose la question dans l'enquête de se dire, est-ce que les écoles d'ingénieurs, les étudiants ingénieurs sont plus satisfaits en fait de leur programme? Et on s'interroge un peu aussi sur les stratégies des étudiantes et des étudiants en école de management. Nous, on a l'impression que ce sont des étudiants stratèges, enfin, je mets des guillemets, qui auraient, avec une dimension opérationnelle forte du réseau international, des bureaux étudiants, du diplôme. Est-ce que c'est quelque chose sur quoi vous pouvez réagir aussi? Mm. C'est vrai que moi, je le constate tout à fait. Et en l'occurrence, à titre personnel, j'ai travaillé 6 ans en école d'ingénieur et 8 ans en école de commerce. Donc, j'ai côtoyé les deux publics. Et effectivement, moi-même, j'ai perçu cette distinction. Les étudiants les écoles de commerce vont attirer des étudiants qui ont une approche beaucoup plus pragmatique de leurs études. Ils vont aller chercher des compétences directement opérationnalisables. Très vite, vont s'interroger sur la question des stages. Dès le concours, ils ont tous ou presque un projet professionnel, même si ça peut évoluer, et souvent ça évolue, mais ils sont vraiment poussés à avoir déjà une idée concrète de ce qu'ils veulent faire. Et c'est vrai que ce qui alimente finalement cette attente, c'est que les écoles de commerce elles-mêmes, voulant répondre aux attentes des étudiants, voulant les satisfaire, vont là aussi orienter les cours avec une approche beaucoup plus pragmatique, avec des études de cas, en faisant beaucoup intervenir les entreprises en classe. On le voit, il y a des enseignants-chercheurs, mais il y a aussi des intervenants professionnels qui viennent parler de leur quotidien. Et j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus nombreux, par exemple, que dans les écoles d'ingénieurs, ou alors même des enseignants-chercheurs qui vont faire venir des professionnels pour parler en classe pendant 1 heure ou 2 sur différents aspects. Et donc finalement, en renforçant cet aspect études de cas concrets, cas du réel, ça renforce encore plus les étudiants dans cette
cette attente et ça crée entre guillemets une sorte de cercle vicieux qui fait qu'on va s'éloigner un peu plus d'une approche théorique. Et quand les enseignants veulent revenir à cette approche plus théorique, notamment en se basant sur leurs propres recherches, parfois il peut y avoir un peu de désintérêt ou de résistance des étudiants. Et donc c'est aux enseignants de voilà, trouver le bon équilibre par rapport à ça. Et un dernier point que je veux ajouter, et forcément ça fait le lien avec ce qui ressort aussi de l'étude montrant que les étudiants d'école de commerce ont beaucoup plus d'attentes et d'aspirations par rapport au fait d'avoir une rémunération satisfaisante à la sortie. Et ça, on peut voilà, forcément faire aussi le lien avec le prix des formations des écoles de commerce. On est voilà, en moyenne en France à 12 000 € par an. Donc une formation sur 3 à 5 ans, en fonction si c'est après bac ou après prépa, va être entre 35 000 et 70 000 €. On peut aussi comprendre que les étudiants ont très vite des attentes en termes de compétences, de s'assurer que la formation va vraiment leur permettre de sécuriser un emploi à la sortie et bien rémunéré par rapport aux écoles d'ingénieurs alors il y a des écoles privées qui ont aussi des frais importants, mais aussi beaucoup d'écoles publiques qui vont avoir des frais moins importants et qui peut-être donnent plus de liberté aux étudiants pour s'intéresser aux domaines, aux mathématiques, à la physique, à d'autres domaines comme ça, plus de manière abstraite et attendre beaucoup plus tard pour se demander finalement, à partir de tout ça, quel sera mon projet professionnel. En tout cas, c'est mon ressenti. Ok, merci beaucoup, Céline. Côté école d'ingénieur, nous, Oui. on note peut-être ce qu'on nomme un peu une appétence pour les études. Est-ce que vous avez des éléments aussi là-dessus qui iraient dans ce sens-là ou pas? Enfin, des choses que vous avez relevées de votre côté. Nous, c'est vrai que sur les écoles d'ingénieurs, on est vraiment plus focalisé sur l'aspect technique, le contenu technique de la formation, tout ce qui est compréhension des phénomènes, résolution de problèmes, etc. Donc ça, c'est vraiment le cœur de nos enseignements dès qu'ils rentrent en première année d'école d'ingénieur. Et donc, une fois qu'ils ont maîtrisé tous ces aspects techniques qui vont dépendre finalement de la spécialité de chaque école d'ingénieur, mais on va les former à ces compétences scientifiques, techniques et de rigueur, et après on les amènera au fil de la scolarité et plus en troisième année, on va dire, sur des projets, sur des aspects stratégie, management. Et nous, je rejoins ce que disait Colline, nous, on a beaucoup moins, on a beaucoup d'enseignants-chercheurs qui interviennent auprès des élèves et beaucoup moins d'industriels ou de personnes extérieures au système de l'enseignement et de la recherche pour donner les cours. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait la même approche et c'est pour ça que souvent nous, surtout sur la troisième année, ils vont souvent aussi vers des doubles diplômes en management pour Oui. compléter ces aspects-là. Même si cette partie relations humaines, etc., ils la voient quand ils sont en entreprise. Mais comme je vous disais, tous n'ont pas le même cursus au final, puisque ceux qui sont en alternance, je pense que cette stratégie, un petit peu, comment dire, cette évolution de carrière, ils la voient quand ils sont en entreprise, puisqu'ils la vivent. Quand ils rentrent en première année, ils sont plutôt sur l'aspect opérateur. Et puis, au fil de l'eau, ils vont prendre des responsabilités, ils vont prendre des projets, ils vont prendre en main des petites équipes opérationnelles, etc. Donc, eux, ils vont gagner en compétences de par leur alternance, tandis que les cursus étudiants non alternants, eux, ils vont le voir par des stages, mais en stage, en fait, la durée est beaucoup plus courte. Et du coup, il faut vraiment attendre l'entrée dans la vie professionnelle pour découvrir et approfondir ces aspects-là. Ok, merci beaucoup. Il nous reste 1 minute, 30 secondes chacune peut-être pour avoir une piste d'action concrète qui pourrait être intéressant de mobiliser pour sensibiliser les enseignants-chercheurs ou les étudiants à ces questions de stéréotypes. Comment intégrer cette question stéréotypes et inégalité? Est-ce que c'est à l'intérieur des cours? Est-ce que c'est dans l'école? Est-ce que vous avez des pistes d'action concrètes, soit qui auraient marché, ou une proposition que vous pourriez faire? Je commence par vous, Céline, et je finirai par vous, Colline. Céline. Moi, déjà, peut-être sensibiliser les enseignantes et les enseignants aussi sur ces aspects-là, parce que je pense que en sciences, de mon point de vue, on est peut-être moins sensibilisé. Enfin, on l'est de fait parce que c'est des thématiques qui touchent tout le monde maintenant. Mais je pense qu'au cœur de nos enseignements, on est moins formé que dans toutes les sciences économiques et sociales ou dans d'autres formations. Donc déjà, je dirais sensibiliser les enseignants sur ce qu'on pourrait faire et puis
peut-être mixer les projets pédagogiques, ou comme je vous le disais, nous on le fait beaucoup dans notre école, à Pagoran, on fait pas mal justement en mélangeant un petit peu, en faisant vraiment de l'inclusion quand on crée nos groupes de projets. Je pense que ça permet aussi d'aller dans ce sens-là, et puis peut-être plus d'interagir avec d'autres formations aussi. Donc avec toutes les autres formations voilà, qui sont plutôt autres que des formations techniques. Avoir des retours d'expérience et des échanges, je pense que ça pourrait être des choses peut-être via ce type d'événements que vous organisez aussi. Je pense que voilà, ça pourrait être un Ok, plus. très bien, merci beaucoup, Colline, je vous en prie. Ben, je vais être vraiment dans la continuité de ce que vient de dire Céline, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a une belle collaboration entre les établissements sur les initiatives hors enseignement, j'ai envie de dire, sur l'égalité femmes-hommes. Il y a beaucoup d'échanges sur la prévention des VSS, sur les baromètres, les indicateurs, il y a de belles choses qui se font, mais c'est vrai que quand ça touche le contenu des cours et des méthodes pédagogiques, je pense qu'aujourd'hui, il y a un manque cruel d'échanges de bonnes pratiques. Je sais que dans certains cas, c'est parce que l'opportunité ne s'est pas créée. Donc, c'est vrai que l'occasion de conférences comme celle-ci, ou peut-être de journées d'études dédiées pour permettre aux enseignants de comparer comment ils abordent le sujet, de réfléchir aussi aux formes de résistance qu'il peut y avoir en classe, qui n'est pas toujours évident à gérer pour les enseignants. Dans d'autres cas, on voit quand même, il faut le reconnaître, des formes de compétition entre établissements, de se dire, voilà, quand ça touche le cœur des formations, c'est un peu la recette secrète de l'établissement. Moi, je pense vraiment qu'il faut sortir de ça et s'assurer que sur ce sujet spécifiquement, sur le partage de méthodes pédagogiques et de contenu pédagogique, il y a une vraie ouverture entre les écoles. Donc je rejoins ce qu'a dit Céline. Je pense d'autres occasions comme aujourd'hui pour pouvoir avancer ensemble sur ce sujet essentiel. Merci beaucoup. À noter que Pascal et moi sommes disponibles évidemment pour aussi pousser les résultats, intervenir, faire vivre le baromètre, parce que ce qui est intéressant, c'est de s'emparer des résultats de stéréotypes de genre, mais de les inscrire dans des stratégies qui sont des stratégies d'école beaucoup plus larges sur les questions d'égalité femmes-hommes, quoi. Et donc, ça me fait la transition idéale, cette question de l'égalité femmes-hommes, pour introduire maintenant le point de vue des représentants du groupe de travail égalité femmes-hommes de la CGE, que sont Virginie Miller, qui est chargée de mission en transition sociale et environnementale à Neoma Business School, et Marc Ribot, chargé de mission chère entreprise inclusive à l'IPAG Business School. Et on trouvait intéressant et important de les faire réagir sur les résultats et qui nous présentent aussi un tout petit peu ce que fait la CGE pour l'égalité femmes-hommes. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Oui. On t'entend, ouais, on Super. t'entend. Merci beaucoup. Donc, Marc Rivot, effectivement, je suis en charge des questions d'inclusion au sein de l'EPAC Business School et j'ai le plaisir de co-animer le groupe de travail aux côtés de Virginie Miller et de Sophia O'Donnell, qui nous aide énormément au sein de la CGE. L'idée pour moi, c'était de vous faire un rapide retour sur le groupe de travail, puis aussi sur l'étude que je trouve très intéressante, notamment pour la question des autostéréotypes qui jouent et que aussi, il ne faut pas l'oublier, un héritage des socialisations et un apprentissage qui est fait dans nos écoles, mais aussi auparavant au sein des sociétés. Et aussi par rapport au recul et au regard qu'ont les étudiants et étudiantes par rapport aux figures de leader, je vois que le recul distancié qu'ils peuvent avoir, je trouve ça particulièrement intéressant. Je rejoins ce qui a été dit notamment par Colline sur le fait qu'il y a à la fois concurrence et un enjeu de coopération sur les questions de formation et de sensibilisation sur ces enjeux entre différentes écoles. Plus précisément, concernant le groupe de travail de la CGE, on réunit des référents et référentes égalité, il y a très majoritairement des femmes parmi les référentes égalité. De différentes écoles, que ce soit des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce ou d'autres spécialités, par exemple architecte, design ou autres, avec des tailles, des profils et des implantations très variées. Et ça change aussi énormément la donne au sein de nos structures entre le fait de pouvoir s'appuyer ou pas sur des collègues sur différents sites, de devoir gérer différents sites ou pas. Sachant que les référents et référentes égalité ont très souvent elles-mêmes, puisqu'elles sont majoritairement des femmes, des profils très variés, que ce soit en fonction du parcours, en fonction d'où elles viennent et quel est leur métier de spécialité de base, puisque c'est rarement, même si c'est de plus en plus, une fonction exercée en plus de leur activité réelle, et un accès à des ressources et un temps
pour pouvoir les exercer qui est très variée. Donc on est amené à composer et à échanger au sein de la CGE pour travailler sur différentes thématiques. En fait, concrètement, la CGE, donc la Conférence des grandes écoles, c'est un espace de partage de pratiques où on partage aussi nos galères, nos difficultés, nos enjeux, où on délibère sur ce que l'on fait, pourquoi, comment, etc. Je vais y revenir très brièvement. Sur nos enjeux qui peuvent être différents, même s'il y a souvent du commun. Et on est ravis de pouvoir travailler, échanger aussi avec la FMD, qui est aussi un réseau extrêmement précieux et qui a aussi cette ethos, cette pratique-là. Concrètement, et en particulier avec notamment des entreprises de taille très variée. On a un espace aussi de relais d'action du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, que ce soit en question de formation et de sensibilisation, de communication. Et on a eu l'occasion de travailler ces dernières années sur différentes thématiques, sur différents projets. Le premier, ça a été le changement du prénom d'usage en s'appuyant sur l'expérience de quelques-unes des référentes membres de la CGE. Ça a aussi été la question des cellules d'écoute et d'alerte, qui est un sujet sur lequel on travaille encore énormément, puisqu'on a énormément de difficultés pour savoir comment se structurer, comment former, comment se sensibiliser, comment se préparer à écouter des situations qui peuvent être des situations difficiles, notamment en lien avec des questions de harcèlement sexiste sexuel ou violence sexiste et sexuelle. Comment est-ce qu'on fait l'enquête, comment est-ce qu'on sanctionne ou pas, et quelles difficultés on rencontre dans la question des sanctions, qui est quand même un vrai message adressé aux étudiants et étudiantes sur ce qui est toléré ou pas et qui peut amener à reproduire ou à lutter contre les stéréotypes liés au genre et à l'égalité entre les femmes et les hommes en particulier. Est-ce qu'on met, comment on met en place des mesures conservatoires. On a aussi, sur le volet plus spécifique des stéréotypes, conduit à plusieurs reprises un concours qui s'appelle le concours Génération Égalité, qui a un intérêt particulier, c'est que, notamment grâce au soutien à la participation de sponsors entreprises, on a pu conduire plusieurs éditions sur les inégalités de salaire, sur les questions de métier et de genre, sur les questions de sport et d'égalité de genre également, où on a des groupes d'étudiants mixtes qui ont été amenés à produire, que ce soit des affiches ou des vidéos, qui sont accessibles notamment via les espaces de la CGE, donc le site internet de la CGE ou son espace YouTube, et qui sont réutilisables par tout à chacun, donc par vous si vous le souhaitez, de manière à pouvoir communiquer sur ces enjeux-là et sensibiliser sans surcoût, dans le sens où, dans le cadre de ce concours, l'accord qui avait été conclu avec l'ensemble des participantes et participants, c'était qu'ils cèdent leurs droits de manière à ce qu'on puisse avoir une diffusion la plus large possible et sans même la diffusion du logo d'une quelconque école que ce soit, pour bien montrer l'enjeu de s'emparer tous ensemble et tout ensemble de cette thématique-là et de ne pas avoir justement de concurrence entre écoles et l'enjeu. Pour finir, on a aussi eu l'occasion de travailler, on a encore à travailler sur la question des jurys de concours et de les sensibiliser, parce que c'est un filtre qui existe dans nos écoles et qu'il peut encore arriver qu'il y ait des remarques, des comportements ou des décisions qui peuvent s'appuyer sur des stéréotypes sexués ou genrés. On a l'occasion de se réunir aussi plus largement avec des référents handicap, des référents en charge de l'ouverture sociale, en charge des questions d'orientation sexuelle et sexiste, parce qu'on a un enjeu à faire commun et à travailler ensemble, à s'emparer des compétences, des difficultés, des capacités, des travaux développés par les uns et les autres. Et enfin, mais Virginie en parlera beaucoup mieux que moi, on a l'occasion de réaliser très régulièrement un baromètre dédié aux questions d'égalité, que ce soit vis-à-vis des étudiants et vis-à-vis du personnel. Et la toute petite chose que je dirais sur le baromètre, c'est que si on peut faire un constat depuis 2015, au sein des écoles d'ingénieurs, on a évolué de 24% de femmes à 33%, mais les chiffres stagnent à peu près depuis 2017. Et en ce qui concerne les écoles de commerce et les écoles autres spécialités, et évidemment Virginie en parlera bien mieux que moi et plus en détail, on est entre 48 et 50% de femmes depuis 2015, et dans les autres spécialités, 58 à 60%, tout simplement. Merci beaucoup. Merci Virginie, je vous en prie. Oui, merci Marc, merci à tous et à toutes, et merci pour ce magnifique outil de pilotage qu'est ce baromètre des stéréotypes. En effet, moi, je vais revenir en particulier sur le baromètre égalité femmes-hommes de la conférence des grandes écoles. Donc, c'est un baromètre qui est alimenté par toutes les écoles membres répondantes, qui est diffusé tous les 2 ans.
et qui collecte un certain nombre de données, les effectifs des étudiants qu'a évoqué Marc, bien sûr, le personnel des établissements. On évoque aussi la vie associative, les répartitions entre les rôles de président et de présidente dans la vie associative des écoles, un focus sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On a souhaité cette année faire un focus particulier sur les spécialités proposées dans les écoles. Donc, c'est en lien direct avec le sujet des stéréotypes. On avait beaucoup de croyances sur ce que choisissent des étudiants ou des étudiantes en école d'ingénieur ou en école de management. Et on voulait sortir de ces croyances pour avoir des données chiffrées. Donc, sans grande surprise, en fait, nos croyances ont été confirmées par les chiffres. Pour vous donner juste les écarts les plus importants, dans les spécialités proposées par les écoles d'ingénieurs, la spécialité agriculture, agroalimentaire, sciences de la vie est prise par 75,2% de femmes. Et à contrario, dans les écoles d'ingénieurs, la spécialité mathématiques est validée par 15,5% de femmes. Donc, la croyance que les femmes vont s'orienter plutôt vers le CAIR, les sciences de la vie, et les hommes vers les mathématiques est vraiment frappante en école d'ingénieurs. Concernant les écoles de commerce, on a également proposé des grandes thématiques aux répondants des écoles membres de la CGE. Donc, sans grande surprise, 63,5% de moyenne de femmes dans les spécialités marketing et communication digitale, contre 22,8 dans les spécialités de finance de marché. Donc, Colline a évoqué un peu tout à l'heure. En effet, qu'est-ce qu'on peut jouer en fait dans nos écoles pour sortir de ces choix de spé qui sont extrêmement genrés? Comment ouvrir le champ des possibles? Donc, c'est autant de questions que permet de se poser le baromètre de la FMD sur les stéréotypes de genre. Donc, comment à terme modifier un peu ces croyances? On a beaucoup parlé des figures modèles et en effet, on doit aussi se poser la question de qui enseigne quoi. Je pense que quand vous êtes en première année d'école de commerce ou d'école d'ingénieur, si votre enseignant est majoritairement un homme pour vous parler de finance et une femme pour vous parler de marketing, qu'est-ce qu'on induit en fait dans nos choix? Donc voilà, autant de questions qui se posent. Je rappelle que le baromètre est accessible au plus grand nombre sur le site de la conférence des grandes écoles, et que c'est un outil de pilotage pour questionner ou l'entreprise ou l'école par rapport aux actions qui peuvent être menées sur le terrain pour faire changer ces chiffres. Voilà pour ma part sur le baromètre. Tanguy, je ne sais pas, Oui. je pense que tu veux passer sur un temps de questions-réponses. Oui, tout à fait. On peut ouvrir maintenant les questions-réponses. On est pas mal en ligne. Alors, le temps qu'on passe à ça, je vais remercier les gens qui sont dans la salle déjà, parce que je suis dans une grande salle et je parle, mais l'enquête, elle ne peut pas se faire toute seule. Et donc, il y a un travail qui est fait avec nous, avec Pascal et moi. Donc, je voulais remercier Sandrine Pivot-Weber et Lorelai Fento, qui nous aident, enfin, plus que ça, qui travaillent avec nous à la FMD et qui rendent tout ça possible. Et puis, Sophie Odon et Marc Sago à la CGE. Donc, on a quand même bien travaillé cette année. Et donc, je pense aussi que la qualité des résultats, elle est liée à ça, à tout ce travail collectif. Et donc, avant d'ouvrir, maintenant, j'ouvre aux questions-réponses de tout le monde. Il y a pas mal de gens en ligne, mais tentons d'échanger un tout petit peu. Et quand je dis échanger, c'est échanger par rapport à l'étude qu'on vous a présentée, mais aussi avec ce qu'ont pu dire les intervenantes et les intervenants avant. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des choses? Ouais. Alors, quelles sont les questions dans le chat? Attends, tac, j'y vais. Parce que moi, je n'accepte pas. Est-ce que le manque de modèles féminins pourrait être dû à la falaise de verre? À la falaise de verre? Est-ce que je dois expliquer le concept ou c'est bon? Non, moi, je veux bien que vous m'expliquiez le concept. Moi, je veux bien. Je veux bien aussi. Allez-y, je vous en prie, ouais. La falaise de verre, c'est le fait de faire appel à une femme quand une entreprise est en crise. Et en fait, on la met dans cette position de pouvoir, mais uniquement quand la position est difficile à tenir. Et en fait, soit elle réussit et c'est parce que toute la société s'est mise en rang derrière elle, soit elle rate parce que c'est une femme.
Et Ok. ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on ne le croit. Il suffit de regarder quand une femme est nommée à la tête d'une grande entreprise, en général, c'est parce que ça va pas bien. D'accord, Ouais. très bien. Vous voulez réagir, Alors, Pascal ou Colline ou d'autres? ouais, Ouais. je veux bien parce que j'avais justement étudié cette question-là. Alors, effectivement, dans les grandes, on a d'ailleurs, c'est né plutôt dans les grandes entreprises, hein, le concept de falaise de verre. Et effectivement, alors, donc voilà, c'est l'idée de mettre une femme dans une position délicate, en tout cas quand l'entreprise est dans une situation délicate. Et il y a un laboratoire de recherche, d'ailleurs en psychosociaux, le LABSCO, qui avait essayé aussi de transposer ça dans le monde politique, et en particulier quand on avait connu finalement cette arrivée un peu massive des femmes à l'Assemblée générale. euh, je dis excusez-moi, à l'Assemblée nationale, pas générale, qui était, finalement, en contradiction totale avec la tradition dans politique française, donc et qui était évoquée aussi sur le même concept. Alors j'ai envie de dire, en fait, heu, peut-être que ça explique un peu, mais pas toujours, parce que justement, à un moment, ça a aussi permis de mettre en avant, que ça soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde politique, public, les femmes un peu plus en première ligne. Donc ça peut être une explication, mais qui, à mon avis, ne permet pas de tout expliquer. Je pense que la situation et la sous-représentation des femmes dans les rôles modèles est beaucoup plus et plus profonde, en fait, et ils trouvent des explications de manière plus profonde dans une sous-représentation des femmes de manière générale dans la société, dans les médias, dans l'histoire, dans l'encyclopédie et dans tout ce qui pourrait mettre en valeur des femmes. La question tout à l'heure. D'accord, Marc, tu voulais réagir, hein, et peut-être Colline aussi? D'abord, Colline. Marc, je t'en prie. Non, je t'en prie, Marc, je t'en prie. Ok. Non, c'était très brièvement. Je ne sais pas répondre précisément à cette question, mais il y avait un sociologue qui a travaillé sur cette question aussi, qui s'appelle Norbert Alter, avec lequel la FMD a eu l'occasion de travailler quelque temps, qui montrait que cette question de falaise de verre, en fait, elle existe pour les femmes tout à fait, notamment pour les femmes dirigeantes, mais elle est propre d'une certaine manière à quasiment l'ensemble des profils considérés comme atypiques, que ce soit les patrons ou patronnes d'origine étrangère, LGBTQIA+, ou autodidactes même. Donc c'est un phénomène qu'on voit d'exposition à la prise de risque et de regard qui est porté la plupart du temps sur des profils qu'on va considérer plutôt comme des outsiders, entre guillemets. Tout à fait. Ok. Juste, il y a une question dans le chat sur est-ce qu'on peut avoir une idée des répondants, nombre de répondants par école? C'est possible. Avec Pascal, on peut vous fournir ça. Il faut que vous nous écriviez à Pascal et à moi pour qu'on puisse vous fournir ces choses-là. Et on essaiera de vous répondre, évidemment, dans des temps qui sont les bons. Et il y a une autre question. Question. Ouais, quels sont les médias qui mettent en valeur des modèles féminins de réussite à suivre? Alors là, j'en ai pas forcément, mais les médias qui mettent en valeur. En fait, je ne comprends pas la question. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des médias spécialisés dans ces questions d'empowerment-là, etc., au féminin, ou est-ce que c'est les médias au sens large? Je crois que la personne est partie. La personne est partie. Donc, on va passer à une autre question qui concerne l'ambition. Alors, les réponses sur Si la je peux me motivation permettre peuvent- juste, pardon Oui, Tanguy, allez-y. juste pour rebondir, parce que tu soulèves une question, notamment quels médias mettent particulièrement en valeur les femmes. Je vais faire un peu de publicité pour le site Les Nouvelles News, qui est un site particulièrement intéressant, puisqu'il justement il étudie à la fois l'actualité du point de vue du genre et d'égalité femmes-hommes, mais aussi en remettant en valeur aussi un certain nombre de modèles. Donc voilà, au passage, si certains ne connaissaient pas ce site, Les Nouvelles News, c'est un très bon site. Merci, c'était exactement ce qu'on voulait comme réponse. Donc, merci beaucoup, Colline. Et il y a une question, les réponses sur la motivation peuvent sembler contradictoires. Avez-vous défini ce que les étudiants projettent comme ambition, quel type d'ambition, etc. Donc, c'est une question qui a été posée tout à l'heure aussi par la presse. Je te laisse répondre, Pascal, ou tu Tout veux à y aller? fait. Alors, on a justement fait le choix de ne pas définir l'ambition parce que, alors, déjà, on sait que cette définition, elle est pas tout à fait simple. C'est un concept qu'on aborde beaucoup et qu'on définit d'ailleurs très, très mal. Qui, dans une forme traditionnelle, avait justement et c'est d'ailleurs ce qu'on avait fait dans la dernière édition, la traduire comme une ascension sociale, l'accès à des fonctions de direction, et qu'on sait que pour les femmes, et les travaux de recherche le montrent, que l'ambition est perçue de manière tout à fait négative et peut être définie autrement. Donc, justement, on a fait le choix, pour pas influencer les réponses, de ne pas le définir. Donc, bien évidemment, les réponses, elles sont nourries de perceptions
différente et non d'une stabilité sur cette définition. Et je pense que c'est d'autant plus intéressant, c'est qu'on voit justement que cette ambition, elle bouge, que ces marqueurs bougent, que si il y a effectivement encore des marqueurs qui restent présents, comme le fait d'être associé à l'ambition, au fait d'être manager ou occuper des fonctions de direction, on voit que c'est contesté, hein, on l'a montré tout à l'heure avec cette forte proportion, hein, près de 30% d'étudiants qui se détachent, d'ambitieuses et d'ambitieux qui se détachent de ces marqueurs traditionnels. Donc, on est persuadé, et la question ouverte était aussi là pour essayer de creuser un peu mieux cette question et sur la représentation de l'ambition. On sait qu'on n'a pas du tout fait le tour de la question et que justement, elle mérite d'être encore creusée. Oui, c'est ça. Donc, en fait, cette question d'ambition, elle reste floue, vague, elle est souvent mobilisée, mais on ne sait pas bien la définir et donc elle reste encore ouverte et peut-être qu'elle nourrira encore d'autres études. Il y a une question sur quelles sont les nouvelles formes de stéréotypes. Donc, les nouvelles formes de stéréotypes, moi, j'ai indiqué que, enfin, je ne saurais pas répondre, mais mon intuition, c'est que les réseaux sociaux, le format même réseau social, produit des nouvelles formes de stéréotypes. Ça ne veut pas dire que la structure même du stéréotype change, hein. Je pense que c'est des stéréotypes qui sont un peu les mêmes, mais sur les nouvelles formes, les nouvelles productions de masculinité ou de féminité, je pense que ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais n'ayant pas étudié ces réseaux sociaux avec attention, je ne saurais pas pointer de nouvelles formes de stéréotypes. Peut-être que mes camarades sauront le faire. Personne ne sait dire quels sont les nouveaux stéréotypes. Non, alors pour le coup, je rejoindrai en fait, moi, je peux pas répondre aussi à cette question. Par contre, on est persuadé, et l'enquête le montre, qu'il faut investiguer les réseaux sociaux pour que les étudiants reconnaissent comme étant un vecteur important de stéréotypes, pour mieux décrypter justement ces nouvelles formes de stéréotypes. Là, effectivement, nous, on a limité notre interrogation plus à la sphère professionnelle en demandant les qualités, les compétences professionnelles, donc les stéréotypes qui portent sur ces qualités et compétences professionnelles, mais d'une manière générale, est-ce que dans la société, les traits, parce que parfois on les assimile à des traits de personnalité, est-ce que cela évolue? Oui, probablement, mais notre enquête ne permet pas de répondre à cette question. Oui, c'est pour ça aussi qu'on dit aux écoles, aux étudiants, enfin aux enseignants-chercheurs, aux écoles en général, de vraiment faire attention à ces réseaux sociaux qui produisent des nouvelles formes, mais au sens formel. C'est-à-dire que, en fait, c'est toujours des relations de pouvoir où vous allez avoir la confiance en soi, le leadership chez les hommes. Si vous regardez les sites masculinistes, c'est ça qui se produit. Et donc, on voit bien qu'en fait, ça produit des formes de pouvoir où les femmes doivent rester à leur place, mais de manière beaucoup plus claire, violente, frontale. Donc, c'est peut-être cette nouveauté-là de la violence en fait frontale qui reste en fait une violence symbolique pour l'instant, mais qui peut très bien aussi déboucher sur des formes de violence physique, hein. Donc, il y a quand même, moi, cette inquiétude-là que l'on voit transparaître un tout petit peu dans le baromètre d'étudiants assez radicalisés, garçons, hommes, et qui sont complètement empreints de stéréotypes, mais surtout qui s'appuient sur les stéréotypes pour produire de la violence. Et donc, effectivement, il faut regarder avec attention hein, ces nouvelles masculinités et ces nouveaux masculinismes qui sont en train de se répandre sur les réseaux sociaux. Ah oui, Tradwife aussi est un nouveau stéréotype, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont à poser dans le chat? Il n'y en a pas d'autres? S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de conclure. Je vous remercie de votre attention. L'étude, le 4e baromètre sur les stéréotypes de genre, est disponible sur le site de l'AFND, sur le site de la CGE et sur le site de Clermont School of Business. On vous remercie. N'hésitez pas à nous écrire, à Pascal et à moi, pour continuer les échanges et voir si des interventions sont possibles pour travailler sur ces questions d'égalité femmes-hommes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous. Merci, Merci à bonne tous journée. et toutes. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Merci pour tout.